Bien, alors j'espère que vous avez apprécié ces présentations jusqu'à maintenant. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur le métaverse. J'ai pas fait de résumé à la fin, mais ce qu'il faut bien comprendre sur ce que Jean-Charles a expliqué aussi, c'est qu'il y a quand même un potentiel derrière qui est là et l'évolution continue, même si on l'a beaucoup vu médiatiquement parlant ces derniers mois que plus personne ne s'y intéressait et qu'on est passé à autre chose. On a eu un énorme intérêt il y a 12-14 mois sur le sujet et ça s'est complètement éteint. Et donc, comme vous le voyez, il y a quand même des choses qui continuent à évoluer et les grandes sociétés continuent à être actives là-dedans. Donc, c'est peut-être pas aujourd'hui où il y a toutes les opportunités d'investissement qu'on aimerait trouver sur les marchés boursiers, mais ça fait partie des secteurs qu'il faudra surveiller ces prochains temps. Voilà, on va continuer maintenant, on va passer complètement à autre chose. On parlait de déshumanisation tout à l'heure par rapport à ce côté métaverse où il y a beaucoup moins d'humanité, on va dire ça comme ça. Et on va attaquer le sujet de l'ESG ou des investissements responsables avec la thématique de l'économie circulaire. Alors quand j'ai proposé la thématique de l'économie circulaire, on m'a regardé avec des grands yeux comme ça en disant « mais de quoi il parle ?» Je pense qu'en fait, le meilleur moyen, c'est de laisser Jonathan Grass en parler. Jonathan Grass, c'est le gérant de fonds de Decalia qui s'occupe justement de cette thématique d'économie circulaire. Donc, vous aviez Fabrizio tout à l'heure qui était là pour parler de l'inflation. Même société, maintenant on parle de l'économie circulaire. Je te laisse leur expliquer ce que c'est en détail, parce que ce n'est pas clair pour tout le monde, visiblement. Alors, donc je vais essayer un peu de démystifier l'économie circulaire, puis évidemment donner des exemples de sociétés listées. Donc le but, évidemment, il y a plein de sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Moi, je suis vraiment focalisé là-dessus. Donc je vais essayer de donner des exemples de sociétés cotées en bourse qui font le pas vers cette transition. Donner aussi quels sont les catalyseurs que l'on voit sur le marché aujourd'hui pour avoir une accélération de cette transition vers l'économie circulaire. Et enfin, terminer justement par donner quelques conseils, quelques pistes pour créer un portefeuille qui soit assez diversifié et robuste sur cette thématique. Alors, premièrement, lorsqu'on va regarder la définition de l'économie circulaire, on peut tourner sur Wikipédia, ChatGPT, on a beaucoup de définitions qui sont assez complexes. En fait, c'est un système qui ne peut pas se définir en quelques mots, sauf que je pense que la définition qui est en range ici se rapproche pas mal. Donc, c'est une économie qui dissocie l'activité économique de la consommation de ressources finies. Donc ici, il y a deux mots qui sont importants, c'est dissocier une activité économique d'une consommation de ressources. Donc le but de l'économie circulaire, c'est vraiment d'essayer d'avoir des ressources, d'avoir des biens et services qui vont rester dans un cycle, donc qui vont tourner et qui vont garder de leur valeur, où on va pouvoir justement monter de valeur, partager par exemple un bien entre différentes personnes, réparer ou augmenter les capacités d'un bien comme un smartphone par exemple. Et l'autre élément clé, c'est vraiment le mot fini. Donc ici, le monde d'aujourd'hui, on va utiliser beaucoup de ressources finies comme le pétrole, tout ce qui est métaux. On sait que ces ressources sont limitées et donc on va essayer de premièrement, utiliser le moins possible ces ressources qui sont limitées, mais passer à des ressources qui sont renouvelables. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une définition qui exprime pas mal la thématique. Alors, des graphiques, ça aide toujours mieux pour comprendre. Je pense que la première perception que l'on a d'une économie circulaire, c'est de se dire, le recyclage, c'est de l'économie circulaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais extraire, par exemple, du pétrole. Je vais fabriquer du plastique avec. Nous, en tant qu'utilisateurs, on va utiliser le plastique. Et puis, au lieu de le jeter, ce qui est vraiment l'économie linéaire dans laquelle on est aujourd'hui à une grande majorité, recyclons-le. Comme ça, on a une économie circulaire. Alors, ça, ce n'est pas l'économie circulaire. Donc, ça fait partie, évidemment, de la solution. En fait, recycler, c'est vraiment un dernier ressort qu'il faut faire. Parce que là, on va perdre comme un peu de valeur. On va devoir revenir à une étape assez éloignée où il faut commencer à refabriquer, etc. Alors que l'économie circulaire, justement, on va essayer de, par exemple, prenant l'exemple du plastique, c'est plus produire de plastique à partir de pétrole, c'est réimaginer une sorte de plastique qui va provenir, par exemple, de plantes. Donc on peut faire fermenter du sucre pour faire du plastique. Ce plastique, on va évidemment le produire, nous on va l'utiliser. Et à la fin de l'utilisation, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le mettre dans notre jardin, on peut le mettre dans notre compost, ou on peut le ramener à quelqu'un qui va l'utiliser, par exemple un fermier. Et donc ça va être utilisé à régénérer le sol. On a aussi d'autres exemples, comme par exemple un smartphone. Smartphone, on peut
évidemment le designer différemment pour qu'il puisse être réparé très facilement. Ce n'est pas trop le cas ici avec mon smartphone. On peut aussi le designer pour que la société qui va produire le smartphone puisse rester propriétaire du smartphone. La société va me le prêter, va le récupérer peut-être dans 6 mois, 1 an pour pouvoir faire les améliorations pour que j'ai après un nouveau smartphone qui est évidemment adapté à la technologie. Donc là, on peut le retourner, on peut le réutiliser, on peut le partager dans le cas d'une voiture partagée par exemple. Et en dernier ressort, on peut évidemment le recycler. Mais pour cela, il faut évidemment designer le smartphone pour que ce soit possible de le recycler ou de le réparer, et aussi en utilisant des ressources qui sont évidemment pas des ressources finies, parce qu'à un moment, il y a une limite, bien évidemment. Et là, le but est de créer le minimum de déchets et de garder ce smartphone en circulation le plus longtemps possible, justement pour garder la valeur de ce smartphone. Ici, ce smartphone, dans quelques années, il aura presque plus de valeur. Et ça, c'est un problème justement d'économie linéaire. Et le recyclage va peut-être extraire une minime partie de cette valeur. Alors, je pense qu'on a bien compris que l'exemple avec le plastique biologique et le smartphone sont 2 exemples totalement différents. On ne va pas pouvoir réparer son plastique et le réutiliser pour protéger dans ses aliments. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, on comprend bien qu'il y a 2 cycles qui sont fortement différents. Premièrement, un cycle technique qui vraiment se rapporte à tout ce qui est smartphone, à tout ce qui est voiture. Donc ce sont vraiment des biens unitaires qui sont, prime abord, faits avec des matériaux finis où on peut réparer, on peut réutiliser, etc. Et il y a un deuxième cycle qui est un cycle biologique qui se rapporte à tout ce qui est nourriture, tout ce qui peut être textile, tout ce qui peut être bioplastique, etc. Où là, on va essayer d'utiliser un maximum ces ressources et à un moment, on va devoir soit les retourner dans le sol pour faire de la régénération, ou on peut faire par exemple du biogaz par fermentation, etc. Et donc ces 2 cycles biologiques et techniques en fait ont été définis par la fondation Ellen MacArthur aux années 2009-2010. Donc l'économie circulaire existait déjà un peu avant comme concept, mais c'est vraiment cette fondation-là qui a mis en avant ce concept. Donc c'est un concept qui est assez récent. On en parle maintenant de plus en plus, mais c'est quelque chose où voilà, on apprend encore tous les jours. Ce n'est pas toujours évident de savoir vers quoi on va aller. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment le crédit pour la fondation Ellen MacArthur. Si vous voulez avoir plus d'explications sur justement ce graphique qui a l'air un peu complexe, il y a une vidéo de 9 minutes sur leur site internet qui est très bien faite, elle l'explique beaucoup mieux que moi. Et juste un dernier point ici, on voit que le cercle de recyclage se trouve à l'extrémité. Et ici, ça représente vraiment le fait que le recyclage est la solution qui apporte le moins de valeur. Il vaut mieux réutiliser, il vaut mieux partager, etc. Donc ça fait référence au point d'avant où je disais que le recyclage n'est pas la solution, mais fait partie de l'écosystème. Donc voilà. Alors, je vais comme donner 2 exemples, une société dans chaque cycle qui sont cotées en bourse, qui essaient justement de participer à cette transition et qui ont développé de nouveaux produits. Ces sociétés listées, ce ne sont pas des recommandations évidemment à l'achat, mais je sais que c'est important de mettre quelque chose de concret. Premièrement, une société suisse qui fait des chaussures, On Running. Donc, ils ont récemment sorti un nouveau programme qui s'appelle Cyclon, où en fait, en payant un abonnement de 35 francs par mois, si je m'abuse, on reçoit une paire de chaussures qui a évidemment été designée pour être 100% biodégradable. Et après 6 mois, plus ou moins, on va pouvoir rendre la chaussure à On Running. Donc la chaussure ne nous appartient pas, elle appartient à la société, qui elle va, comme ils l'ont designée pour être recyclée, va pouvoir facilement la recycler et ils vont nous renvoyer une nouvelle chaussure. Alors, cette chaussure est faite avec des graines de ricin. Donc si vous regardez sur le site internet en anglais, ce que j'ai fait la première fois, en anglais ça se traduit par castor oil. Donc au début j'étais un peu choqué, je me dis mais ils emploient des castors pour faire cette chaussure, c'est pas du tout éthique ou etc. Non, c'est juste que les Anglais ont pris ce nom de castor oil parce qu'en fait à l'époque on utilisait en effet de l'huile de castor pour les parfums et on a changé en utilisant des graines de ricin et donc ils ont gardé ce nom en anglais. Alors, le deuxième exemple du cycle biologique, si j'ai pris un exemple d'une société néerlandaise, Corbion, donc c'est une société qui est active dans la fermentation, donc ils font beaucoup de fermentation de sucre pour faire de l'acide lactique. Et cet acide lactique, c'est un peu le même acide que l'on a dans nos muscles après qu'on ait fait un effort, peut être utilisé pour préserver mieux tout ce qui est pain, tout ce qui est viande. Évidemment, c'est d'une manière naturelle, opposée à des éléments chimiques. Donc cette société est très forte dans tout ce qui est fermentation. Fermentation, évidemment, c'est un grand aspect du cycle biologique. Et
ils ont vu qu'il y avait une opportunité sur le marché de l'huile de poisson. Donc, l'huile de poisson, c'est un marché qui est assez grand mais peu connu. En fait, l'huile de poisson est très riche en oméga 3. On sait depuis quelque temps que les oméga 3 sont des graisses insaturées qui sont assez bonnes pour la santé parce que ça évite les problèmes cardiovasculaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on va aller pêcher, les industries vont aller pêcher des anchois au large du Chili, du Pérou, donc en Amérique latine, vont faire de l'huile de poisson, on va nourrir les saumons d'élevage avec cette huile de poisson, et puis nous, on va manger le saumon, car justement, il y a ces propriétés d'oméga 3. On fait aussi des vitamines, etc. avec ça. Là, on voit qu'il y a clairement un problème de biodiversité. Vraiment, il n'y a plus assez de population d'anchois, etc. Il y a des quotas qui sont mis, etc. Et donc, Corbion, ils ont réussi à développer une technique pour produire cette huile de poisson riche en oméga 3 sur Terre, grâce à une source probablement de sucre. C'est un peu leur ADN de fermenter le sucre. Donc, par exemple, du sucre de canne, ils ont évidemment commencé en Amérique latine où il y a le plus gros marché. Donc, on va prendre du sucre de canne, on va le mettre dans un tank de fermentation et on va ajouter des algues. En fait, c'est les algues qui permettent d'avoir l'oméga 3. C'est pour ça que les anchois vont manger les algues, le saumon mange l'anchois, etc. Et donc cette fermentation, qui est vraiment un processus qui est extrêmement compliqué, va permettre que Masteries, évidemment Corbion, va permettre justement de produire cette huile de poisson en évitant de la surpêche donc des anchois. Évidemment, l'usine a été designée pour utiliser les restes de sucre de canne pour justement donner l'énergie nécessaire pour le temps de fermentation, et le surplus peut être vendu sur le grid. Donc, ça, c'est un business qui, en plus, non seulement permet de résoudre un problème de biodiversité, mais c'est un business qui, pour eux, en termes de financiers, qui est rentable et qui a une croissance qui est folle. On parle d'une croissance de 3 chiffres parce que ça résout un problème où l'huile de poisson devient de plus en plus chère parce que la quantité est limitée et nous, on consomme de plus en plus de saumon notamment et par exemple de vitamines. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit adopter une économie circulaire? Je pense que, bon, il n'y a pas besoin de donner des tonnes d'explications. On voit qu'il y a pas mal de problèmes aujourd'hui, notamment tout ce qui est génération de déchets. Bon, il y a pas mal de chiffres sur le graphique, je n'ai pas envie de trop en parler, mais on voit que la génération de déchets explose. On voit qu'il y a beaucoup de plastiques qui sont évidemment jetés dans l'eau. Je pense que 80% des déchets dans l'eau, en fait, ce sont des plastiques. On voit qu'il y a 40% de la nourriture qu'on produit, aux États-Unis en tout cas, finit à la poubelle. Et donc ça, c'est un énorme problème. Et je dirais, le problème est plus global que ça. En fait, on doit résoudre en tout cas deux défis environnementaux majeurs. C'est vraiment le changement climatique. Donc ici, on va parler de tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Donc on fait référence à tout ce qui est net zero, donc réduire nos émissions, mais pas que de CO2, il y a aussi du méthane ou des oxydes d'azote, etc. Et le deuxième problème qui est lié à la perte de la biodiversité, où là, le graphique représente le jour du dépassement de la Terre. Donc, on voit que dans les années 70, la Terre avait la capacité de générer assez de biens de consommation, de nourriture, etc. pour une consommation d'un an. On voit qu'en 50 ans, on a besoin d'une Terre 75. Et on voit que cette tendance, évidemment, s'accentue. Donc ici, c'est vraiment, l'économie circulaire aide vraiment, en tout cas, sur ces deux piliers. On comprend bien que si on arrive à réutiliser le smartphone plus longtemps dans la boucle, on va émettre moins d'émissions, on aura moins besoin d'aller chercher des minéraux, on aura moins besoin de tout refaire de zéro, donc on va émettre moins d'émissions dans le processus. Dans le cycle biologique, on va peut-être plus s'attarder sur justement cette perte de biodiversité. Évidemment, il y a des exemples qui se recoupent, bien sûr. Alors, quels sont les drivers principaux de l'économie circulaire? Parce qu'on a eu évidemment pas des faux départs, mais on a eu, je dirais, des moments un peu de volatilité. C'est normal. C'est un thème qui est assez nouveau. Mais on voit aujourd'hui vraiment qu'il y a, et ça c'est peut-être grâce malheureusement à ce qui s'est passé l'an passé avec le prix du pétrole qui ont explosé, avec l'inflation, avec les problèmes de supply chain où on ne pouvait pas avoir je sais pas moi, des semi-conducteurs avant 6 mois, 1 an, les problèmes avec les voitures, etc. On voit que tout ceci en fait a créé des catalystes court et moyen terme pour justement accélérer cette transition. Le premier, qui est le plus important à mes yeux à court terme, c'est tout ce qui est régulatoire et politique. Donc, ça a commencé par les États-Unis. C'est un peu étonnant parce que les États-Unis sont généralement pas les premiers ou les pionniers en termes
tout ce qui est lié à l'environnement et au climat. Mais en fait, ils ont sorti l'an passé une loi qui s'appelle Inflation Reduction Act. En fait, c'est un sorte de bill qui permet aux entreprises d'investir massivement aux États-Unis et d'avoir des tax credits. Donc, c'est un soutien à l'investissement qui a été proposé par les États-Unis. Et on parle ici de plusieurs dizaines de milliards chaque année pendant 10 ans. Donc ici, les entreprises ont une visibilité sur des investissements qu'elles peuvent faire à moyen terme. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de projets qui se délocalisent aux États-Unis, car les entreprises savent qu'ils peuvent retoucher une partie, en tout cas économiser une partie de leurs investissements en taxes. Alors, qu'est-ce que ça impacte? Ça impacte de nombreux secteurs, surtout les secteurs liés aux énergies renouvelables. J'ai mis ici des exemples d'entreprises qui sont impactées par ça et qui devraient en bénéficier. Alors, c'est purement un titre indicatif pour expliquer par rapport aux drivers, mais on a par exemple une société comme Air Products, qui est un peu l'équivalent d'Air Liquide américain, qui est le plus gros producteur d'hydrogène aujourd'hui. L'hydrogène est énormément utilisé dans tout ce qui est l'industrie, que ce soit l'industrie, les raffineries, la nourriture. Pour faire de la margarine, on a besoin d'hydrogène. Tout ce qui est semi-conducteur, l'acier, etc. C'est une industrie qui est assez grande. On pense souvent à l'hydrogène pour les voitures qu'on utilise. Non, ce n'est pas cet hydrogène-là. Donc c'est une industrie qui est énorme. Et cet hydrogène produit en tout cas beaucoup d'émissions, parce qu'on a besoin de gaz naturel que l'on va transformer en hydrogène. Alors, grâce notamment à cette Inflation Reduction Act, Air Products a investi plus ou moins 15 milliards dans la transition vers l'hydrogène bleu et vert. L'hydrogène bleu, c'est le même processus de fabrication, sauf qu'on va capturer le CO2 et on va essayer de le stocker quelque part. Hydrogène vert, là, on va vraiment faire de l'électrolyse de l'eau. Donc, on voit que cette Inflation Reduction Act a permis à ces entreprises de se lancer vraiment dans les investissements massifs. On voit une entreprise comme Shoals qui est active sur tout ce qui est le solaire. Donc ici, on parle de solaire au niveau industriel. Donc ils aident les énormes champs solaires à pouvoir connecter tous les panneaux entre eux, etc., de façon efficace, etc. Ils sont aussi présents sur les chargeurs électriques. Donc ça, évidemment, il y a énormément d'investissements là-dessus. On voit aussi en Europe une société comme Ariston qui fait des pompes à chaleur. On sait qu'en Europe, on essaie d'avoir un peu le même genre de soutien réglementaire et politique. La Commission européenne essaie d'un peu suivre ce que fait les États-Unis. Donc, si on achète pompe à chaleur, on va avoir évidemment des rabais, etc. Et il y a aussi un élément où on a compris avec la crise Russie-Ukraine qu'on est fortement dépendant d'autres pays et qu'on n'a plus la main sur notre... on est dépendant d'autres pays d'un point de vue énergétique. Et ça, c'est aussi extrêmement important, parce qu'on va voir que la Commission et les États-Unis font pareil, vont essayer de faire un peu plus de protectionnisme. Alors, c'est jamais très bon d'un point de vue économique, mais on en arrive là. On peut quand même, je pense, en bénéficier. Et dans ce cas-ci, je pense que ça peut être intéressant, où on va se dire, en Europe, on va essayer de moins dépendre de la Chine qui représente sans doute 90% de la production de panneaux solaires. On va essayer de rapatrier, onshorer, reshorer cette industrie en Europe. C'est une industrie qui existait en Europe il y a 10-15 ans, qui était très forte. Elle s'est fait complètement détruire par les Chinois qui ont pu descendre les prix. Et là, une entreprise suisse, Meyer Burger, justement, est un des rares acteurs encore présents qui a la capacité de faire des panneaux solaires avec une technologie évidemment qui est un peu différente et qui est plus efficiente que ses comparses chinois. Et donc, la Commission européenne va pousser, en tout cas les acteurs européens, à acheter en dehors de la Chine, donc à acheter principalement en Europe. Et là, on voit que Meyer Burger, étant européen, peut aussi profiter de ce qui se passe aux États-Unis, car ils ont aussi beaucoup de demandes là-bas, parce qu'ils sont aussi fortement dépendants de la Chine. Et donc ça, c'est vraiment assez gigantesque. C'est complètement différent de ce qu'on voyait auparavant, où voilà, on voulait bannir peut-être les pailles en plastique, c'est très bien, mais ça, je pense que c'est plus punitif qu'autre chose et on ne favorisait pas les investissements. Ici, on est dans une autre optique et on voit que les changements sont vraiment significatifs. Le deuxième driver que l'on voit, c'est ce qui s'est passé suite à la crise de l'an passé. C'est qu'on a besoin des chaînes d'approvisionnement qui soient locales et résilientes. Il n'est pas tenable de tenir, d'envoyer un produit, je sais pas, qui vient d'Afrique, de l'envoyer en Asie, de le ramener aux US, puis d'exporter en Europe. Ça n'a aucun sens et on a vu les problèmes que ça a fait récemment. Et donc, ici, les entreprises vont essayer, de produire de ressources
local. Alors, bien sûr, on ne sait pas produire du pétrole en Europe, ou en tout cas, dans certains pays, c'est un peu difficile, mais on peut produire peut-être des ressources qui sont du pétrole renouvelable, on peut essayer de trouver des alternatives, et ça, on peut le faire localement avec les ressources que l'on a sur place. Pareil pour la nourriture. Ici, je vais donner peut-être 2 exemples. C'est Waste Management, une société américaine, c'est une entreprise qu'on pourrait dire un peu boring d'un point de vue investissement, mais je pense que c'est une entreprise qui réussit un peu à profiter justement de cette transition vers l'économie circulaire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont collecter les déchets chez les ménages américains, et après, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on les balance dans les décharges. Ça, c'était un peu le modèle de base. Grâce au fait que le prix des matières a explosé, on remarque que ces déchets ont de la valeur, parce qu'on peut peut-être les recycler ou on peut les réutiliser, etc. Ils ont compris que les déchets qu'ils ont, certaines parties des déchets, comme par exemple l'aluminium, le fer, a de la valeur. Donc ça permet évidemment de pouvoir le réinjecter dans le système, mais aussi ils arrivent à mieux gérer leurs décharges, car les décharges produisent du gaz. Donc ils arrivent à collecter ce gaz naturel, et ce gaz a une valeur, surtout quand les prix du gaz ont explosé dans le passé. Mais cette entreprise, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aussi essayer en interne de profiter de cela. Donc, en collectant le gaz de décharge, ils vont pouvoir le réinjecter dans leur camion, donc qui va justement utiliser ce gaz renouvelable. Ça permet aussi à cette entreprise de diminuer ses émissions. À l'inverse, on a une société comme Carbios, qui est une société qui est une petite société, mais qui est extrêmement innovatrice, qui, elle, va essayer de trouver une solution pour recycler le plastique, le polyéthylène. Donc ça, ce sont des bouteilles plastiques que l'on connaît, ou par exemple du plastique qui peut être mis dans les vêtements. Société qui se trouve à Clermont-Ferrand, donc 3 heures d'ici. Ils ont réussi à trouver des enzymes, une sorte de protéines, qui peuvent manger, dégrader en tout cas ce plastique, et retrouver l'état naturel de 2 monomères. Donc ils arrivent à retrouver les 2 petites molécules qui forment le plastique. Et en recombinant ces 2 molécules de base, 2 monomères, on arrive à recréer un plastique qui est de qualité vierge, donc vraiment pure qualité, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Et donc ça, évidemment, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on pourra recycler le plastique, on pourra ne plus dépendre du pétrole pour faire le plastique, et on pourra pouvoir le produire localement. Alors, le 3e driver, ça c'est un driver, je pense qu'on sous-estime un petit peu. Et je peux comprendre pour certaines parts, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui commencent à s'engager, à mettre des objectifs en termes de durabilité. Donc, voilà, on veut être net zero en 2040, donc c'est-à-dire réduire complètement les émissions, net zero en 2050, ou il y a aussi des objectifs liés à la biodiversité. Et on remarque maintenant, je pense qu'on doit être dépassé les 50%, donc 50% des entreprises listées ont au moins un objectif, ce qui est assez significatif. Alors, certains objectifs sont en 2050, 2050 c'est loin, ils ont peut-être encore le temps de trouver une solution miracle en 2049, mais il y a d'autres entreprises, comme les exemples là, où certaines d'entre elles ont déjà des objectifs en 2025, en 2030. Et donc ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Je prends un exemple d'un L'Oréal. L'Oréal a certains objectifs en 2025, en 2030. 2025, c'est presque demain. 2030, c'est dans 6-7 ans. Ils ont besoin, en tout cas, d'atteindre ces objectifs. Surtout pour une entreprise comme L'Oréal, qui, finalement, son profit, ses marges, ça se base sur sa marque. Le produit, je pense, doit coûter 1 €, ils le vendent 50 €. Donc, ils ont besoin de garder une bonne image, une bonne marque. Ils ont donc besoin, je pense, de pouvoir réaliser ces objectifs. Et c'est pour ça qu'on va voir un L'Oréal qui va être une entreprise qui va faire un consortium avec d'autres entreprises du même genre, qui va pousser un Carbios, donc le recycleur de plastique, pour justement avancer cette solution, pour pouvoir avoir, par exemple, du plastique qui va être recyclé, du bioplastique. Pour un L'Oréal, payer peut-être 10-20 cents plus pour son packaging ne va pas tuer sa marge, ne va pas tuer les profits de l'entreprise. Et ça va être extrêmement important, car ces grosses entreprises vont en fait pousser leur supply chain, leur supplier, et aussi évidemment downstream, les acteurs qui sont autour d'elles, pour s'améliorer, pour pouvoir trouver des solutions. Et donc elles vont vraiment être celles qui vont, on va dire, être les acheteurs en tout cas de ces solutions. Alors ici j'ai mis l'exemple de H&M, parce que en regardant sur leur site, je voyais qu'ils avaient une réduction d'émissions en objectif de 56% en 2030 par rapport à 2019.
j'ai un peu regardé, pour l'instant on est à 8-9%. Là j'ai un peu du mal à me dire mais comment ils vont faire. C'est une industrie du textile qui est, on sait, extrêmement polluante. Donc là, un H&M par exemple, s'ils veulent réaliser les objectifs, ils vont devoir vraiment mettre la gomme. Et ça, évidemment, ça va favoriser les entreprises qui ont des solutions. Peut-être qu'ils vont, via le métaverse, vendre uniquement en ligne et ça va résoudre leurs émissions, mais je ne suis pas certain qu'ils vont faire ça. Alors, j'essaie de donner quelques pistes de comment on peut investir de façon diversifiée dans la thématique, parce que l'économie circulaire, je pense qu'on le comprend, ce n'est pas quelque chose qui va être résolu en 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quelque chose qui va prendre énormément de temps, c'est un peu comme une lame de fond. Je pense que ça va prendre 20, 30, 40 ans. Je ne sais pas si en 2050 on arrivera aux objectifs net zero, mais en tout cas, je pense que tout le monde va essayer d'y arriver ou d'y atteindre. Et donc, il y a moyen d'investir, je dirais, de façon diversifiée sur le long terme. Pour ça, il faut d'abord créer un univers d'investissement qui doit être diversifié. Alors ici, c'est un exemple de ce que l'on fait chez Decala. On essaie de se dire à quoi s'applique l'économie circulaire. On sait bien que ça s'applique à tout ce qui est recyclage, à packaging, mais il n'y a pas que ça. C'est une économie qui est beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Donc on peut définir différents sous-thèmes d'investissement. Premièrement, on peut imaginer des entreprises qui vont adopter un nouveau modèle économique qui n'existait pas ou peu auparavant. Par exemple, le modèle où on va pas être propriétaire de ses chaussures de running, ou un modèle où on n'est pas propriétaire de sa voiture, ce qui existe déjà. Donc ça, modèle circulaire. On peut imaginer évidemment toutes les technologies qui vont être innovantes liées à la digitalisation, mais aussi bien évidemment à comment produire mieux, plus efficace, ou même à l'innovation financière. Le renouvelable fait évidemment partie de l'univers, parce qu'on a besoin d'avoir une source d'énergie qui est renouvelable, qui ne dépend pas évidemment du pétrole ou du gaz. L'environnement, un environnement plus propre, donc tout ce qui est traitement de l'eau. L'eau, on ne la réutilise pas assez, on la rejette dans la nature et on essaie de la repuiser. En fait, c'est un peu du gâchis. On a les technologies pour recycler complètement l'eau et avoir une qualité de l'eau suffisamment propre pour qu'on puisse la consommer. On n'est pas à ce stade-là, loin de là. Le recyclage, la mobilité verte. Il y a un autre point, je pense qu'on n'associe pas directement à l'économie circulaire, c'est par exemple la préservation de la vie. Quand on parle de préservation de la vie, on peut aussi bien parler de la vie des objets, par exemple une usine qui a un moteur électrique. Il y a moyen maintenant avec des softwares, ou en tout cas en faisant de la maintenance, de pouvoir prédire quand est-ce que la machine va casser, et donc on va pouvoir la réparer juste avant. Ça permet évidemment de ne pas jeter le moteur à la poubelle et d'en racheter un nouveau. On a évidemment la prévention et le diagnostic humain. Si on arrive à détecter peut-être plutôt des maladies, on va moins avoir besoin de traitements lourds, ce qui évidemment va consommer moins de ressources, etc. Mais évidemment, il y a tout ce qui est lié à la nourriture, ou la régénération évidemment des sols. Et puis finalement, il y a tout ce qui est lié au design éco. Donc, je pense que c'est très important maintenant, lorsqu'une entreprise veut créer un nouveau produit dans l'optique, en tout cas de réduire ses émissions, c'est de pouvoir designer dès le début pour pouvoir être sûr que le produit va pouvoir être recyclé, réparé, ou que le produit ne va pas émettre trop d'émissions. Il y a le packaging bien sûr, mais il y a tout ce qui est lié aux bâtiments. Les bâtiments que l'on fabrique, que l'on va construire aujourd'hui dans le futur, sont des bâtiments où on va penser aux émissions, on va essayer de mettre plus de verdure, on va essayer de faire des bâtiments qui vont être net zéro. On sait en Europe, par exemple, que les bâtiments, la construction, l'utilisation, les clims, etc., représentent 40% des émissions. Donc c'est gigantesque. Et pour ça, bien sûr, on a besoin de matériaux qui sont verts, par exemple, qui sont renouvelables. Alors, donc on a créé un univers d'investissement, comme ça on peut éviter de mettre tous ces œufs dans le même panier, peut-être ne pas tout mettre en packaging. Il se pourrait que le secteur de packaging marche très mal pendant 1 an, et là, financièrement, on va avoir évidemment des problèmes, la performance ne va pas être aussi bonne. Il faut aussi penser au type d'entreprise dans lequel on peut investir. C'est pour ça qu'ici, il y a un exemple de barbell, donc d'Alter, où on peut gérer le risque et l'impact. Parce qu'évidemment, l'impact est très important. Premièrement, en termes d'impact, on est tenté à aller vers les entreprises qui sont disruptives, les entreprises qui ont beaucoup d'impact technologique, qui vont créer les solutions de demain. Alors, ces entreprises, c'est très bien, elles ont généralement peu d'émissions, ce n'est pas les entreprises technologiques qui sont le problème des émissions ou de perte de biodiversité aujourd'hui. Donc on a besoin de ces solutions-là, mais ce n'est pas elles qui vont résoudre les problèmes.
Et en même temps, c'est pour ça que sur le slide, je mets qu'elles ont un impact plus petit. De l'autre côté, ces entreprises sont très chères généralement parce qu'elles sont en forte croissance, sont des entreprises plus de type growth. Alors ça peut être un problème, on l'a vu en 2022, les taux montent, ces entreprises-là, leur valorisation, boum, s'écroule. Donc on a vu il faut peut-être pas que regarder, il faut aussi peut-être regarder de l'autre côté aux entreprises plus dites de transition. Alors ça c'est encore un débat aujourd'hui, je pense que tout le monde n'est pas convaincu par ça, où il faut aussi regarder les entreprises qui émettent plus d'émissions, les entreprises qui sont type lourdes, qui ont évidemment une empreinte environnementale qui est très forte. Je parle de tout ce qui est entreprise, de l'énergie, de l'acier, du ciment, etc. Mais ces entreprises, s'ils arrivent à changer ou adapter, en tout cas, des technologies qui vont permettre d'être moins énergivores ou d'émettre moins d'émissions, leur impact marginal va être beaucoup plus grand. On peut imaginer qu'un producteur d'acier qui va utiliser du charbon aujourd'hui pour faire de l'acier, qui va pouvoir dans le futur utiliser de l'hydrogène bleu ou vert, va pouvoir évidemment réduire drastiquement ses émissions. Et on a toujours besoin d'acier aujourd'hui, ce n'est pas comme si on pouvait s'en passer. Et donc, c'est aussi important de regarder à ces entreprises-là. Il faut bien sûr faire attention de ne pas tomber dans les entreprises qui promettent et qui ne font rien. Il faut évidemment regarder à quels sont leurs investissements. Est-ce qu'ils investissent vraiment dans ces solutions? Est-ce que ce sont les bonnes solutions? Est-ce que ce sont les bonnes entreprises qui peuvent le faire? Donc c'est un peu plus compliqué à identifier. Mais l'avantage avec ces entreprises, c'est que l'impact va être très grand. Et aussi en termes de risque de valorisation, ces entreprises sont plus value. Donc on n'est pas toujours obligé d'aller au Japon pour trouver de la value. On peut aller dans ce genre d'entreprises-là, car ces entreprises qui arriveront à faire cette transition vont en bénéficier, un re-rating par exemple, ou vont pouvoir avoir des coûts de production moindres, etc. Donc c'est important d'avoir un équilibre entre les deux, et ça permet d'avoir peut-être un portefeuille qui est plus neutre, qui est moins tilté value growth, et ça permet d'éviter justement tous ces impacts monétaires, etc. de la Fed qui peuvent évidemment faire mal à la performance, et naviguer sur le long terme et vraiment être exposé à la thématique qui nous intéresse, qui est l'économie circulaire. Alors, comment on peut identifier des entreprises qui sont intéressantes? Et ça ne s'applique pas à l'économie circulaire, je pense que ça peut s'appliquer à tout. Donc, prenons par exemple une chaîne de valeur des véhicules électriques. Aujourd'hui, si on veut investir dans un véhicule électrique, le premier réflexe, c'est de dire je vais acheter du Tesla. On a vu le cours de bourse de Tesla, certains ont très bien profité, d'autres un peu moins. Il y a peut-être d'autres manières aussi d'investir dans le véhicule électrique sans subir cette énorme volatilité ou sans parier vraiment sur un acteur où il y a quand même de la compétition. On parie sur Tesla, on parie aussi sur les véhicules autonomes, on ne parie pas que sur les véhicules électriques, on parie aussi sur Elon Musk, etc. Mais donc, c'est important, si possible, d'essayer toujours de désagréger un secteur en sous-secteur, en sous-catégorie. Alors, on va ici commencer par les matières premières. On a parlé énormément du lithium, du cobalt, du nickel, etc. Ces matières premières ont explosé, sont redescendues, etc. On fait le yo-yo. Très difficile, je pense, de faire vraiment un investissement long terme profitable là-dessus. D'ailleurs, le cobalt, par exemple, qui était une ressource qui était indispensable pour les batteries il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, on remarque qu'on peut peut-être s'en passer avec des batteries LFP, lithium, fer, phosphate. Donc, du jour au lendemain, on peut vraiment être à risque. Point de vue IEJ, ce n'est peut-être pas le meilleur investissement non plus. Les batteries, on sait que la Chine contrôle beaucoup, il y a peut-être quelques acteurs coréens. Certains composants peuvent être intéressants, tout ce qui est sièges, pneus, il n'y aura pas plus de pneus de voitures électriques, il n'y aura pas plus de sièges, alors peut-être que les pneus vont plus s'user, etc., mais l'impact n'est pas vraiment différent. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est connectivité, tout ce qui est connecteur électrique. Parce que c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui. Il y a quelques acteurs qui sont déjà présents. C'est un marché, je ne dirais pas oligopolistique, mais un marché assez restreint, parce qu'il faut quand même être certifié auprès des producteurs de voitures. Et si on a un contenu de 100 aujourd'hui dans une voiture à combustion, on sait qu'au niveau connectique, on va peut-être avoir un contenu de 400 dans les voitures, dans les véhicules électriques. Et ça, c'est évidemment des fortes croissances que ces entreprises peuvent bénéficier. Un autre endroit qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est lié au powertrain, donc tout ce qui est lié à la motorisation et au lien avec la batterie. Donc ce ne sont pas les moteurs électriques, parce que je pense que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est assez pas facile, mais c'est quelque chose il n'y a pas tellement de différenciation technologique dans les moteurs électriques, même si on s'améliore bien sûr. Je dirais que c'est plutôt dans les puces de puissance. Les puces de puissance permettent plusieurs choses. Premièrement, elles permettent de faire un peu le lien entre la batterie et le moteur, parce que la batterie est une réserve d'énergie, on a besoin de
prendre cette énergie et la transférer au moteur. Parfois, on a besoin de changer le courant en DC to AC, etc. Et c'est plus de puissance, donc ce sont des petits objets qui ont une énorme valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que si on arrive à transformer la puissance, à utiliser efficacement l'énergie qui est dans la batterie et à transmettre le plus possible au moteur, on va pouvoir allonger le driving range des voitures. On va pouvoir rouler plus longtemps avec une batterie pleine. Et là-dessus, on voit qu'il y a quelques entreprises, pas tellement, qui sont actives sur ce marché-là. On voit qu'à la base, on était sur des puces de silicium. On passe aujourd'hui sur des puces de carbure de silicium, donc silicon carbide. C'est une nouvelle technologie extrêmement complexe. Mais ces entreprises qui arrivent à gérer cette technologie-là vont, en tout cas, je pense, durablement, sur quelques années, en profiter. Et on arrive à identifier quelques acteurs. Après, on a les producteurs automobiles. Si j'oublie Tesla, on a des dizaines de nouveaux producteurs. Compétition, je pense, va être énorme. On a les producteurs de bornes de charge. Là, on a les producteurs de voitures, on a les compagnies de pétrole Total, par exemple. On a les compagnies de distribution électrique qui se mettent dedans. Énormément de monde, c'est difficile de trouver quel gagnant. Et puis, on a le recyclage, qui est sans doute quelque chose qui est un peu à la traîne, mais qui va se mettre en place, surtout quand le stock de batteries sera plus important. Donc, ça, c'est aussi une chaîne de valeur qu'on peut appliquer à d'autres secteurs, comme l'hydrogène, par exemple. Là, je vais être beaucoup plus court, parce que j'ai parlé d'Air Product. L'hydrogène, aujourd'hui, c'est assez difficile d'investir dedans, parce qu'on pense directement aux électrolyseurs, donc aux machines qui vont séparer l'eau en oxygène et en hydrogène. On voit que c'est extrêmement difficile de savoir quelle technologie va gagner et quelle entreprise va gagner. Ces entreprises ne font pas de profit, etc. On sait peut-être via un Air Product, comme c'est le leader dans l'hydrogène aujourd'hui, ils seront sans doute bien positionnés demain, ils font les investissements qu'il faut. Donc là, on sait que c'est un marché oligopolistique. On va participer en tout cas à ce secteur de l'hydrogène. Alors, pour terminer, je pense avoir montré que l'économie circulaire, en tout cas, est relativement crédible pour réduire les émissions et préserver la biodiversité. Alors ici, ce sont des chiffres de combien de réduction d'émissions, combien de gains, enfin, réduction de perte de biodiversité qu'on peut gagner avec ça. Personnellement, j'en sais rien, ces chiffres sont corrects, mais je pense qu'intuitivement, on comprend bien qu'adopter une économie circulaire permet en tout cas d'aider, de résoudre ces problèmes-là. Et ça permettra justement aux acteurs qui vont participer à avoir une croissance économique, car on va se tourner vers leurs solutions aux dépens des solutions qui sont du passé. Voilà, j'ai terminé. J'espère qu'il reste encore un peu de temps. On n'a plus de questions, on n'a plus le temps. Non, c'est pas... On va encore faire une pause question. Moi, je vais commencer avec ma question en premier. Alors, on parle beaucoup de ESG depuis un moment. J'ai encore vu Monsieur Musk hier qui râlait contre les ratings ESG parce qu'il disait que certaines boîtes du tabac étaient mieux notées que Tesla. Et en fait, toi, dans l'économie circulaire aujourd'hui, est-ce que le rating ESG, j'imagine, fait partie de la composante quand même, ou est-ce que c'est juste un choix uniquement d'économie circulaire? Et je rajouterai une question derrière, est-ce que parce qu'une société fait de l'économie circulaire, est-ce que ça la rend forcément plus performante? Oui, vraiment en parlant des ratings, je suis aussi un peu frustré par rapport aux ratings, parce que les ratings se basent sur certains chiffres, certains rapports, est-ce qu'on tique de box, etc. Il y a un problème avec les ratings, c'est qu'il n'y a pas une approche assez forward-looking. On ne regarde pas dans le futur. Et c'est pour ça que quand je parle des entreprises en transition, ce sont des entreprises qui émettent énormément de CO2 aujourd'hui, et donc elles auront de facto un rating très mauvais. Alors que ces entreprises-là, certaines investissent déjà énormément d'investissements dans les économies renouvelables, etc. Et elles ne vont pas avoir un rating. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas juste regarder le rating et se dire une boîte qui a le meilleur rating, un AAA, va être la meilleure société. Non, parfois c'est parce que c'est une grosse entreprise qui a beaucoup de personnes qui travaillent là-dedans et qui va pouvoir sortir des rapports magnifiques. Donc il faut faire attention à cela. Et par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire si on voit une entreprise qui a un rating très mauvais, de se poser des questions, de dire pourquoi, de creuser un peu. Et parfois, ça permet de soulever quelques points de gouvernance, environnementale ou sociale. Mais je dirais qu'on
nous, ce que l'on fait, en tout cas, on va regarder le rating pour être sûr de ne pas louper quelque chose, mais c'est plutôt du bon sens, et c'est là qu'est l'approche fondamentale à tout son sens, où on va vraiment essayer de comprendre le business et se dire est-ce que c'est une solution qui est positive, qui est bénéfique pour le futur. Quelqu'un a-t-il des questions dans le public? Personne, d'accord. Ok, si, là-bas. Oui, moi j'ai une question. Alors, je voulais juste apporter une chose. Les entreprises qui font du recyclage, tout ça, c'est très bien. Cependant, je pense qu'on oublie que les parties industrielles ou électroniques utilisent l'arborescence programmée, qui fait qu'un produit maintenant dure un certain nombre de temps et qu'on le jette. Et donc, recycler, c'est bien, mais commencer par dire on produit quelque chose qui va durer 25 ou 30 ans, ça serait mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que c'est difficile, par exemple, d'investir dans Apple si on a l'optique d'économie circulaire, parce qu'Apple, je pense qu'il y a de l'obsolescence programmée, ou en tout cas, on doit changer assez fréquemment notre smartphone. Alors, je pense que les entreprises n'ont peut-être pas toutes compris quel est le bénéfice de pouvoir designer un produit pour pouvoir être réparé, upgradé, parce qu'elles peuvent en bénéficier si elles arrivent à rester propriétaires. Je t'ai donné l'exemple justement de running shoes, des chaussures de course. Ça peut être extrêmement profitable que business. Donc oui, il y a de l'obsolescence programmée qui est un énorme problème. Je sais que de niveau régulation, on essaye un peu de faire quelques efforts. Je pense pour les appareils domestiques, les machines à laver, il y a des labels aujourd'hui qui nous indiquent en Europe, en tout cas dans certains pays, est-ce que cette machine est facilement réparable ou non. Bon, en tout cas, il faut d'abord que les entreprises comprennent qu'elles peuvent avoir un business qui est rentable là-dessus, et après, clairement, il y aura un shift, et c'est faisable. Ça, c'est une certitude. Donc, je suis tout à fait d'accord avec votre point. On ne peut pas accepter d'avoir cette obsolescence programmée. Là-bas au fond. Allô, oui, bonjour. Vous avez parlé du rating des sociétés sur lequel on ne peut pas vraiment se fier, parce qu'il y a un problème, à mon avis, de la qualité des données. Est-ce que vous pensez que des institutions comme CDP ou SBTI peuvent aider dans l'amélioration de la qualité des données? Et si aujourd'hui, on peut vraiment faire confiance aux sociétés qui s'engagent dans la diminution, par exemple, d'émissions carbone ou d'autres émissions? Je n'ai pas tout compris à la question. Moi non plus. Le son n'est pas très bon. SBTI et CDP. SBTI, c'est ça? Exactement. Oui. Donc SBTI, c'est une société qui aide les entreprises à réduire, en tout cas avoir un plan pour réduire les émissions, pour arriver à un scénario de 1,5 degré, par exemple. Donc Science-Based Target. Alors, moi, je trouve ça bien que des entreprises comme ça existent, parce qu'au moins, elles permettent d'accompagner une entreprise qui veut pouvoir fixer des objectifs. J'ai eu des contacts avec des entreprises, notamment américaines, qui sont relativement petites, qui me disaient, mais nous, on veut bien produire des rapports, on veut bien avoir des objectifs, mais on ne sait pas comment faire. On a peut-être une personne dans toute l'entreprise qui s'y connaît, et encore. Donc, ils ont besoin d'avoir ces sociétés comme SBTI qui les aident, les accompagnent à faire des objectifs. Après, peut-être que le modèle n'est peut-être pas assez bon, peut-être qu'on peut s'améliorer, mais je trouve que l'initiative est bonne et ça permet en tout cas de se poser des questions, et comme tout, au fur et à mesure, les entreprises vont apprendre, vont engager plus de personnes, et on va arriver vers peut-être une itération après le 15-20e rapport qui sera meilleur, qui reflètera plus finalement la réalité. Donc pour moi c'est positif, mais il ne faut pas comme pour les agences de rating, se dire je vais acheter une entreprise juste parce que donc son modèle était validé par SBTI, ils vont pouvoir réduire les émissions dans le scénario 1,5 degré. Non, je pense que c'est quelque chose de positif, mais il faut regarder le tout. Bien, merci beaucoup pour vos questions. Merci Jonathan. On va enchaîner. Je te raccompagne. Merci d'être venu. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.